Bonsoir à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse 2 fois par jour en direct sur Bismart à midi et demi. Tout d'abord, une demi-heure pour revenir sur la tendance du marché à la mi-journée, mais aussi sur les enjeux autour de ce et ces marchés financiers avant la grande édition du soir à 17h où on revient également sur les tendances et les enjeux de marché pendant une quarantaine de minutes avant marché à thème sur une thématique un peu plus précise. Et justement, à la une de cette séance boursière et de ce numéro de Smart Bourse, la Fed publiera ce soir à 20h ses minutes à la suite de sa dernière réunion de politique monétaire. Des minutes qui seront d'autant plus suivies que Lael Brainard, futur numéro 2 de la Réserve fédérale américaine, traditionnellement assez dovish dans son discours, a milité hier pour une accélération de la politique de normalisation de la Fed. Un discours qui laisse présager une réduction du bilan de la Fed dès le mois de mai prochain à un rythme intensif afin d'arriver à une position, je cite, plus neutre de la Fed dès cette année. Une réduction du bilan donc de la Fed qui ne laisse pas présager une accalmie en matière de remontée des taux. Pour autant, les différents gouverneurs de la Fed qui s'expriment sur le sujet laissent entendre que plusieurs hausses de taux de 50 points de base sont envisageables cette année après la première hausse de taux de 25 points de base en mars dernier. Vous en aurez le résumé complet dans un instant. En Europe, les marchés évoluent dans le rouge depuis ce matin dans un contexte de discussion actuellement au sein de l'OTAN sur les nouvelles sanctions à prendre vis-à-vis de la Russie. Des sanctions qui affecteraient les importations de charbon, les banques russes ou encore les transports russes, que ce soit en matière de navires ou de camions. Une incertitude sur les marchés renforcée par la résurgence de cas de Covid en Chine, mais aussi sur le continent européen. On note que, par exemple, que la Moselle a en France à nouveau déclenché son plan blanc. Sans oublier que le marché parisien semble depuis hier s'intéresser enfin, j'ai envie de dire, à l'élection présidentielle qui se jouera ce week-end, alors que l'écart se resserre dans les sondages entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. En témoigne un spread franco-allemand qui s'écarte depuis plusieurs jours et dont une des explications pourrait être la campagne électorale en France. Nous reviendrons sur tous ces facteurs exogènes au marché financier pour expliquer le contexte de marché actuel avec nos invités dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous nous intéresserons à la thématique du food delivery, une activité largement portée par les mesures de restriction durant ces 2 dernières années, mais avec des grands noms du secteur qui peinent parfois à atteindre des niveaux de rentabilité. Comment comprendre ce secteur et comment s'y positionner en tant qu'investisseur, c'est ce que nous verrons avec Anne-Claire Dossin, gérante chez Amiral Gestion, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Bourse, c'est parti. Beaucoup d'actualités ou en tout cas de commentaires ce soir sur les marchés financiers et où on vous propose le résumé complet de l'actualité boursière du jour avec Alix Nguyen dans Tendance Mon Ami. L'indice parisien prend ses quartiers dans le rouge, amoché par plusieurs facteurs cumulés. Il y a d'une part l'inquiétude quant à un resserrement plus agressif qu'escompté de la politique monétaire de la Fed et de ses potentiels effets sur la croissance. Et puis d'autre part les sanctions occidentales à destination de la Russie, sans compter les mauvais indicateurs tombés ce jour, avec notamment le recul de 2,2% des commandes de l'industrie allemande en février, soit le premier en 4 mois, mais aussi l'envolée de 31,4% sur un an des prix à la production en zone euro. Sur le marché obligataire, le rendement français à 10 ans a franchi le seuil d'1,2% pour la première fois depuis 2015. L'écart de rendement avec le Bund allemand de même échéance est au plus haut depuis mars 2020, ce qui n'est pas du moindre effet sur les banques. BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale sont en net repli. Les technologiques sont également touchées. ST Microelectronics et Worldline reculent. Aux États-Unis, le rendement de l'emprunt à 10 ans a pour sa part atteint un pic de 3 ans à 2,65%. On rappelle les propos de la gouverneure de la Fed, Lael Brainard, selon laquelle la tâche la plus importante demeure la lutte contre l'inflation, et d'ajouter qu'il s'agira aussi pour la Banque centrale de procéder à une réduction rapide de la taille de son bilan dès le mois de mai. L'objectif étant de ramener sa politique vers une position plus neutre en fin d'année. La future numéro 2 de l'institution s'est également prononcée en faveur d'un relèvement
relèvement le mois prochain d'un demi-point du taux des fonds fédéraux. Pour rappel, la publication des minutes de la dernière réunion du FOMC est prévue aujourd'hui à 20h. Les États-Unis vont adopter aujourd'hui, en coordination avec l'Union européenne et le G7, de nouvelles sanctions contre la Russie, visant notamment à y interdire tout nouvel investissement. On rappelle que de son côté, la Commission européenne a proposé hier aux 27 d'arrêter leurs achats de charbon russe. Il représente 45% des importations de l'Union européenne et de fermer les ports européens aux bateaux russes ou opérés par des Russes. On relève par ailleurs une déclaration de Charles Michel qui estime que des mesures sur le pétrole et même le gaz seront nécessaires tôt ou tard. Mais si un potentiel embargo sur le pétrole et le gaz suscite pour l'heure trop de divergences entre les États membres, Berlin ayant exprimé publiquement ses réticences. S'agissant du reste des valeurs à suivre de très exposées à la Russie, on retrouve Renault dont le titre chute. Même chose pour Stellantis et Faurecia qui connaissent un plus bas d'1 an. Et puis LVMH, Kering et Hermès reculent après la contraction en Chine de l'activité dans le secteur des services le mois dernier. Demain, enfin, nous prendrons connaissance du compte-rendu de la dernière réunion du politique monétaire de la BCE. Voilà, donc la tendance qui évolue dans le rouge sur le CAC 40 actuellement, moins 2,44% pour l'indice parisien à 6483 points. C'était Tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen. Et c'est parti pour Planète Marché, une quarantaine de minutes pour décrypter l'actualité financière évidemment, mais aussi par effet ricochet économique et parfois politique sur le plateau de Smart Bourse. Pour nous accompagner ce soir, nous avons le plaisir d'être accompagnés par Xavier Patrolin. Bonsoir Xavier Patrolin. Bonsoir. Président d'Albatros Capital, et à vos côtés pour nous accompagner également Hervé Goulet-de-Quer. Bonsoir Hervé Goulet-de-Quer. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Vous êtes Senior Economic Advisor d'Accuracy. Bon, on va peut-être commencer avec vous Hervé Goulet-de-Quer. On a beaucoup d'actualités à commenter ce soir. On va essayer de détricoter un petit peu toutes ces actualités pour comprendre le contexte de marché. Tout d'abord des marchés européens et américains qui réagissent à l'annonce de Laëlle Brainard, mais en tout cas le discours de Laëlle Brainard tenu hier sur un resserrement finalement du bilan de la Fed dès le mois de mai, un resserrement qu'on pourrait qualifier de plus tôt, plus vite, plus fort finalement, tout en laissant entendre que des hausses de taux, elles aussi, pourraient arriver plus rapidement plus forte que prévu, à savoir qu'on évoquait 25 points de base il y a quelques semaines. Aujourd'hui, il semble y avoir un consensus sur 50 points de base. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette volonté de la Fed d'arrêter plus rapidement que prévu ou de normaliser en tout cas son soutien à l'économie américaine ? Alors, ma proposition sur le sujet... Votre vision sur le sujet serait de dire, en fait, on est dans un environnement terriblement incertain. On n'est pas face à du risque, mais à de l'incertitude. Et la différence est absolument importante parce que le risque, ça se quantifie et donc on peut faire des paris. L'incertitude, on la subit et on en est un peu là. Et dans ce contexte-là, moi, je dirais, la Fed, elle essaie de garder le cap parce que finalement, ce qu'il y a de surprenant dans les propos de Laëlle Brainard, c'est pas tellement ce qu'elle dit, parce que ce qu'elle dit, depuis le mois de janvier, on soupçonne qu'on va tout de même dans cette direction. La surprise, c'est plutôt que ce soit elle qui le dise. Voilà, exactement. La surprise, c'est que quelqu'un qui se range plutôt parmi les colombes, c'est-à-dire ceux qui sont en faveur d'un réglage accommodant, et quand on infléchit ce réglage, eh bien, qu'on le fasse prudemment, elle s'inscrit complètement dans cette démarche. Donc, sur le fond, je dirais, par exemple, la réduction de la taille du bilan, il fallait s'y attendre. Hein. On a augmenté 2 fois plus le bilan de la Banque centrale américaine que la fois précédente, que finalement, en termes de réduction, on double le rythme que l'on avait eu. Ma foi, ça paraît assez cohérent. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de surprise. Non. La surprise, c'est que dans un monde incertain, et peut-être de plus en plus incertain avec l'entrée en guerre, eh bien, il y a ce maintien du cap de la politique monétaire américaine. N'oublions pas, et je m'arrêterai là sur le sujet, que la politique monétaire agit sur l'activité avec plusieurs trimestres de retard. Et donc, dans cet environnement très incertain, qui peut dire où sera la croissance mondiale, la croissance américaine dans 6 mois, dans 9 mois ? Et donc,
est-ce que le réglage monétaire que l'on prévoit aujourd'hui sera adapté ? On ne sait pas. Donc, il faut comprendre que ce que la Fed veut faire, c'est s'assurer que les anticipations inflationnistes, alors telles qu'exprimées par les marchés, par les entreprises, par les ménages, en fait, se stabilisent à un niveau qui montre qu'il n'y a pas de désancrage de ces anticipations inflationnistes. Donc aujourd'hui, on gère l'inflation parce que la croissance va. Le pari derrière, c'est que la croissance continuera à aller son petit bonhomme de chemin demain et qu'on n'aura pas fait de boulette en la matière. Mais alors, ça pose plusieurs questions, effectivement. Alors, le fait que ce soit Laëlle Brainard qui pose la parole, ça pose aussi la question du rapport de force au sein de la Fed actuellement sur justement le côté hawkish ou le côté dovish. Mais ça pose aussi une autre question. J'ai envie de vous demander, est-ce que la hausse de taux ne suffisait pas à agir contre l'inflation aux États-Unis? Est-ce que la Fed a été obligée finalement de revoir son calendrier de resserrement de bilan face à des chiffres d'inflation toujours plus élevés? Alors, il y a les chiffres d'inflation, c'est vrai qu'ils sont plus élevés, mais on comprend pourquoi ils le sont plus élevés après l'épidémie, la guerre, et on voit bien que du côté de l'offre, donc du côté des chaînes de production, eh bien, ça continue à mal se passer, et donc l'espoir de normalisation est remis à plus tard. Non, moi je pense que l'accusation qui a été faite à la Fed, c'est d'être en retard par rapport à la dynamique des prix, de ne pas avoir vu le phénomène, et donc aujourd'hui, en quelque sorte, ils mettent les bouchées doubles pour rattraper un retard. C'est-à-dire qu'ils ont trop laissé filer l'inflation et maintenant, du coup, ils y vont beaucoup plus fort. Je ne dirais pas qu'ils ont trop laissé filer l'inflation, je dirais qu'ils ont pris une position qui a été jugée par les marchés financiers comme finalement pas assez ferme par rapport à ce risque. Et donc aujourd'hui, ils se rattrapent. Est-ce que c'est le meilleur moment pour se rattraper ? L'histoire jugera, pour employer une grande expression. Alors, on va entendre Xavier Patrolin sur le sujet dans un instant. Juste avant, Hervé Goulet-Kerr, une dernière question sur ce sujet. Le fait que ce soit Laëlle Brainard qui prenne la parole et qui, du coup, ait un discours plus hawkish que ce qu'on avait eu l'habitude d'entendre, ne serait-ce même qu'au niveau du consensus de la Fed, est-ce que ça montre qu'il n'y a plus de rapport de force sur ce sujet-là au sein de la Fed, ou c'est un exercice de communication parce qu'elle va bientôt prendre la place de numéro 2 au sein de la Fed? Comment est-ce qu'il faut l'interpréter? Je crois qu'à un moment où il y a quand même une critique sur l'attitude de la Fed, est-ce que son diagnostic a été le bon? Il est important de montrer une unité des dirigeants de la Banque centrale sur ces questions-là. Et je pense que Laëlle Brainard, elle rentre dans le rang parce que tactiquement, aujourd'hui, si on veut que la Fed retrouve sa virginité, eh bien, il est important de faire front uni. Et donc, elle participe de ce front uni. Alors, je pense que le front uni ne se fera pas non plus vers les extrêmement faucons, donc ceux qui veulent aller toujours plus loin, plus vite. Mais voilà, je pense qu'il y a ce besoin d'une unité pour assurer que la crédibilité est bien là. Xavier Patrolin, sur ce sujet, effectivement, de resserrement monétaire de la Fed plus rapide qu'attendu, encore qu'on pouvait quand même s'y attendre. On n'avait pas de date sur le resserrement du bilan de la Fed. Maintenant, on en a une. C'est Laëlle Brainard qui l'annonce. Vous avez été surpris, vous, hier, à la lecture ou à l'entente de ce discours de Laëlle Brainard? Non, moi, je suis surpris depuis à peu près 9 mois. D'accord. La Fed n'ait rien fait. C'est ça, la surprise. Si on se remet un an en arrière, on a un changement d'administration à la tête de la Maison-Blanche, on a un triplement ou un quadruplement des plans de soutien entre Trump et Joe Biden, et la Fédérale Réserve maintient sa politique monétaire inchangée. Ça veut dire que le policy mix, c'est-à-dire l'équilibre entre la politique monétaire et la politique budgétaire, était déséquilibré dans des proportions qu'on n'a jamais connues dans les 60, 70, 80 dernières années. Donc, aujourd'hui, la Fed est clairement... alors, il y avait toute une série d'argumentaires, incertitudes, risques, mais la Fed était très, très en retard. Donc, on est dans une situation maintenant de possibilité d'erreur de politique monétaire, puisque pour rattraper son retard, la Fed va être obligée de taper relativement dur, et elle va taper dur à la fois sur les taux, mais pas tellement, au fond, pas si dur que ça sur les taux. Et elle va peut-être taper plus dur sur le bilan. Et là, sur le bilan, ça va avoir des conséquences très rapides, notamment sur le marché résidentiel américain, sur le marché de l'immobilier. Il faut quand même savoir que le taux réel, quand on déflate
le taux nominal de l'inflation, c'est une mesure instantanée. Ça ne veut pas dire que le régime d'inflation des États-Unis pour les 10-15 prochaines années va se situer là où il est. Mais quand on déflate, les taux réels continuent de baisser de plus en plus. Ça, du point de vue des banquiers centraux à travers le monde, c'est une source d'instabilité financière. Une source d'instabilité financière à ce stade du cycle, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Donc, mécaniquement, enfin, tous les responsables, je pense que les gens qui moulinent, les soutiens, Bien les sûr. économistes qui moulinent dans Les modèles, l'entourage de la Fédérale Réserve, enfin, les notes ont dû être innombrables sur le fait que la Fédérale Réserve était bien en retard. Et oui, donc, si vous voulez, vous êtes dans une situation où, de toute façon, la Fed n'a plus le choix. La Fed est obligée de retirer progressivement de la liquidité et de remonter ses taux. Donc un excès de prudence qui aujourd'hui l'a conduit, pendant plusieurs mois, qui aujourd'hui l'a conduit finalement à revirer complètement sa politique. Absolument. Si vous reprenez les déclarations sur les 3 derniers mois, il y a une incohérence totale. On est sur des virages, c'est pas des virages sur l'aile, on dit tout et son contraire. Donc ça prouve bien que le pire. Alors je passe sur le fait que le patron Jérôme Powell est dans une phase de reconduction. De réélection, oui. On peut prêter cette phase de reconduction à quelques alternoiements dans le cap tenu, mais c'est pas sérieux. Vous avez de très grands économistes américains. Summers notamment, qui indique que, alors bon, lui c'est peut-être le plus au quiche dans le dispositif, hein, mais enfin quand même c'est un économiste plutôt du camp démocrate, on va dire. Il indique que si la Fed voulait vraiment combattre l'inflation, elle placerait les taux courts à moyen terme, donc c'est-à-dire dans les 18-24 prochains mois, aux alentours de 5 à 6%. À la Paul Volcker. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, même par rapport à l'objectif de maîtrise de l'inflation, ça ne tient pas la route. Oui, mais alors si on regarde les taux réels, comme vous le disiez tout à l'heure, comme on n'a aucune vision de l'inflation à venir, alors on a des anticipations, évidemment, on a des modélisations, mais comme on est sur un caractère exogène finalement de l'inflation, ça veut dire qu'on se retrouve dans une politique de banque centrale qui évolue tous les mois, et ça, c'est un facteur d'instabilité également. Et surtout, le risque, c'est que l'approche de la Fédérale Réserve était de dire que le régime d'inflation qu'on connaissait, post-Covid... était transitoire. Oui, effectivement, il y avait ce grand débat qui a duré... toute une série d'explications. Et la durée du débat a donné raison à ceux qui disaient que c'était durable. Vous noterez que l'argumentaire de la BCE est à peu près identique. Le caractère transitoire est en train de disparaître progressivement. Et derrière ce caractère non transitoire, il y a ce qu'on appelle les effets de second tour. Dans un marché du travail qui est quand même bien saturé aux États-Unis, vous pouvez vous dire, je reconnais que l'inflation est un phénomène complexe, mais vous pouvez vous attendre à ce que les conditions soient réunies pour qu'on rentre dans quelque chose de plus structurel. Et donc, à partir de là, la stratégie de la Fédérale Réserve apparaît comme behind the curve, encore aujourd'hui. Donc, le marché se dit, il y a tellement de dettes dans le dispositif que la Fed ne pourra pas, parce que sinon elle mettra en risque la solvabilité de l'ensemble des agents économiques, pas de l'État américain, mais de l'ensemble des agents économiques, donc elle ne pourra pas. Au fond, d'une certaine façon, il y a un pari cornélien à ce stade des marchés qui consiste à dire que la Fed n'est plus en mesure, je pense qu'elle a perdu un sacré crédit, on ne le saura que bien plus tard, mais qu'elle n'est plus en mesure de combattre, de contrôler, si j'ose dire, le régime d'inflation, parce que les conditions qui ont prévalu post-Covid ont justifié une exagération comportementale à la fois budgétaire et monétaire qui est quasi irrécupérable. Donc trop de liquidités, et aujourd'hui on ne peut plus les enlever, ces liquidités. Et d'où l'erreur qui a été faite l'été dernier, parce que si l'été dernier la Fed avait commencé à faire du tapering, c'est-à-dire pas agir nécessairement sur les taux, mais à commencer à agir sur le bilan en donnant un gradualisme sur une désescalade sur le bilan, probablement que ça aurait secoué les marchés obligataires, c'est incontestablement, mais ça aurait donné du mou, et ça aurait permis justement une approche beaucoup plus pragmatique. Aujourd'hui, la core inflation aux États-Unis, c'est-à-dire hors les événements, hors énergie notamment, hors énergie alimentaire, on est à plus de 5%. Donc on est clairement, ils sont sortis à plus de 2 fois l'objectif de la Fed. Oui, bien sûr. Dites-vous bien que ça devient un problème politique, y compris pour Joe Biden, justement, parce c'était que ma question. L'homme de la rue. Et oui, mais derrière les alternements politiques, il y a le fait qu'il y a la crédibilité de la Banque centrale. Donc la Banque centrale commence à se préoccuper de ce qui est en train de se passer, notamment sur les fameux déciles de population qui, eux, sont pris à la gorge. Et ce phénomène qui est existant aux États-Unis depuis l'été dernier émerge et commence à être présent sur le continent européen. Pas dans les mêmes proportions, évidemment, parce qu'on n'a pas la même core inflation, mais est présent. Il est typiquement présent en France. En France, les déciles de population qui ont les plus faibles revenus ont vu
l'intégralité de leur surépargne post-Covid complètement bouffée, là, dans les derniers mois, par l'inflation et les coûts énergétiques. Donc ça induit dans une échéance. Donc on ne peut plus retirer les liquidités. Mais malheureusement, on va devoir retirer la liquidité. Et malheureusement, parce que quel que soit le coût, alors, justement, pour l'économie et pour les ménages. Quand vous êtes en retard, je ne dis pas que la situation était d'une extrême facilité, mais quand vous êtes en retard, vous êtes dans la probabilité de risque d'erreur de politique monétaire, c'est-à-dire que vous allez suragir. C'est un peu comme le feu dans la pinède. Le feu dans la pinède, vous lancez une allumette. Au début, avec un verre d'eau, un seau d'eau, vous arrivez à éteindre le feu. Et puis si vous attendez, parce que vous dites c'est stationnaire, il n'y aura pas de vent, avec pas de peau, il y a du vent, et ben c'est plus la caserne de pompiers du village qui se déplace, c'est la Noria Canadair, et on change de catégorie. Et bien l'inflation, c'est un phénomène un peu, c'est-à-dire quand ça commence à diffuser par les effets de second tour, et les conditions aujourd'hui sont réunies aux États-Unis comme en Europe. Alors avec des gradualismes qui ne sont pas de même nature, bien entendu. Mais ça pose là un vrai problème, et ça met en question l'attentisme des banques centrales, d'où le fait j'en aurais terminé là-dessus, l'importance des minutes, parce que les minutes, aussi bien de la Fédérale Réserve que de la BCE, traduisent ce débat au sein des gouverneurs. Et on verra effectivement ce rapport de force dont on parlait tout à l'heure. Un mot quand même, toujours avec vous, Xavier Patrolin, vous avez évoqué le marché de l'immobilier, effectivement, qui est un des premiers impactés. Alors lui, on le voit reculer depuis quelques mois aux États-Unis. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a tellement augmenté qu'il était obligé de reculer face à l'inflation et face à une baisse de pouvoir d'achat ? C'est ça qu'il faut comprendre ? Ça veut dire que les coûts de financement sur les... On peut plus acheter, on peut moins acheter. L'immobilier américain est en train de complètement déraper. Vous regardez les comportements sur le 30 ans, on est à plus de 3 ou 4%, le coût de financement. Donc la bulle va éclater. Quand vous avez des lois, vous avez le cumul, vous avez un double effet. Vous avez le coût de financement pour ceux qui construisent de l'épargne avec à leur bilan, à leur actif, des actifs immobiliers. Donc eux, il y a le squeeze entre actifs passifs. Et puis vous avez les loyers qui étaient qui sont un gros contributeur à l'inflation aux États-Unis. Les hausses de loyers, je parle sous ton autorité, mais c'est plus de 10%. Non, enfin, ça dépend comment on les prend. Parce que, on va rentrer dans le détail, alors du coup, des hausses immobilières. Parce qu'en fait, oui, il y a des sites qui suivent la hausse des loyers pour les appartements et les logements que l'on occupe pour la première fois. Donc, on change de logement, et là, les hausses sont très fortes. Mais les indices de loyer dans les prix, que ce soit dans le CPI ou dans le déflateur des prix à la consommation, c'est tous les loyers, donc les locataires qui ont changé et ceux qui sont là, qui restent dans leur logement, bien sûr. Et dans ce cas-là, on est entre 4 et 5%, quoi. Et sachant que l'essentiel de la dynamique des loyers dans les deux indices de prix, c'est en fait les loyers fictifs que les propriétaires se versent à eux-mêmes. Et là, c'est quand même une construction intellectuelle que l'on peut comprendre, mais on est quand même un peu loin de la réalité. Donc il y a beaucoup de bruit qui est fait là-dessus, sur une réalité dans les statistiques qui est plus modeste. D'accord. Bon, donc il y a eu un recul de l'immobilier, mais plus modeste, effectivement, que ce qui pourrait nous alerter. Donc ça, c'est effectivement l'impact, un des impacts, effectivement, de la hausse des taux. Moi, il y a un mot que j'aimerais évoquer avec vous, c'est le mot de récession. Alors, on peut peut-être enchaîner avec vous, Hervé Gouletker. Ce mot de récession, alors, il est commenté, il est dit par beaucoup de commentateurs, d'investisseurs ou autres. Là, on l'a retrouvé dans la bouche de Marie Daly, la présidente de la Fed de San Francisco, qui déclare qu'elle n'anticipe pas de récession à ce stade, même si l'économie peut s'en rapprocher. À partir du moment où on commence à prononcer le mot, ça veut dire qu'on regarde très sérieusement quand même la situation, et on dit, alors peut-être effectivement que la Fed a tardé à réagir, mais le risque aussi, c'est de savoir si l'économie américaine peut soutenir effectivement cette réduction du bilan et cette hausse de taux. C'est la crainte principale aujourd'hui des investisseurs. En fait, la crainte principale sur l'économie, c'est sans doute pas d'abord la Banque centrale. Tout en amont, c'est quand même savoir ce que va devenir la situation internationale avec la guerre en Ukraine. Quelles vont être les implications sur la Chine, qui est quand même un assez gros morceau. Que fait la Chine diplomatiquement ? Est-ce qu'elle est à risque, elle aussi, d'avoir une montée de sanctions en provenance de l'Europe et des États-Unis ? Et dans ce cas-là, qu'est-ce que ça fait sur le commerce mondial ? Et qu'est-ce que ça fait donc sur la croissance économique en Chine, mais aussi ailleurs ? Là, il y a une inconnue que l'on ne
à laquelle on ne sait rien, qu'on ne maîtrise pas. Le deuxième élément, c'est évidemment la confiance. Alors là, à ce jour, la confiance des ménages a bien baissé. Alors, il y a de l'inflation, il y a la réaction sans doute à cet environnement international anxiogène. La confiance des entreprises, pour le moment, cas un cas, elle se maintient plutôt. Il n'empêche que lorsqu'on voit les indices PMI chinois, lorsqu'on voit l'indice IFO allemand, il y a quand même les premiers signes que là aussi, c'est en train de tanguer. Bien sûr. Oui. Donc là, on a deux éléments tangible. Le troisième, c'est évidemment la perte de pouvoir d'achat liée à la hausse des prix. Donc, fort de tout ça, on se dit, si je fais le pari, et là c'est un pari, on n'en a aucune idée, que la guerre va peut-être durer encore un certain nombre de mois, il ne faut pas oublier, si vous prenez toutes les guerres depuis la fin des guerres napoléoniennes, 60% des conflits ont duré moins de 6 mois. En gros, on peut dire une moyenne entre 6 et 12 mois, c'est ce qu'on a observé historiquement. Est-ce que ça s'applique à aujourd'hui? On n'a aucune idée. Mais en fait, tout ça pour dire que ça peut encore nous impliquer, nous impacter pour quelques mois. Et dans ce cas-là, vous mettez tous ces éléments ensemble, plus une situation financière moins bonne, parce qu'on aura serré les politiques monétaires, parce que les taux longs auront monté, parce que les bourses auront baissé. Et vous avez votre jeu de construction qui pourrait impliquer, in fine, un ralentissement de la croissance plus marqué que ce qu'on pensait. Aujourd'hui, les ralentissements ne sont pas très forts. On dit que par rapport aux prévisions d'avant la guerre, 0,5 points de moins aux États-Unis, 1 point de moins en zone euro. Mais tout ça, ça n'a pas grand sens. C'est le senti des uns des autres. Et donc, c'est vrai qu'on peut ralentir plus. Et donc, que dans un scénario alternatif à aujourd'hui, on évoque cette possibilité, à mon avis, c'est plutôt sain. Et c'est là où la question... Moi, je ne suis pas très d'accord avec ce qu'a dit Xavier, ni sur l'inflation, ni sur la politique monétaire américaine. Mais je ne sais pas si on reviendra sur ce point. Allons-y, si vous voulez. Effectivement, c'est intéressant d'avoir plusieurs points de vue sur le sujet. Mais moi, il me semble que dans la dynamique des prix, il y a un côté offre que l'on maîtrise très bien. Il y a un côté demande, avec les propos de Lawrence Summers, qu'on maîtrise, à mon avis, moins bien. Finalement, les États-Unis, la croissance américaine n'a rattrapé sa tendance, n'a rattrapé le niveau d'avant l'épidémie que à la fin de l'année dernière. La tendance, en gros maintenant, qu'il y a eu vraiment une explosion de la demande. Moi, je trouve que on peut le dire, on peut aussi plaider le contraire. Et donc, je pense que sur le diagnostic de la dynamique des prix, il n'est pas exactement posé. Et donc, moi, je resterai prudent là-dessus. D'ailleurs, quand on dit un indice cœur des prix, enlevé avec le choc d'offres que l'on a eu uniquement les prix alimentaires, les prix énergétiques, je pense que ça ne suffit pas. Ça veut dire qu'il se propage, effectivement. Tu enlèves tout à ce moment-là. Non, je n'enlève pas tout. J'essaie de comprendre. On n'est pas dans un temps normal. Et comme on n'est pas dans un temps normal, le regard que l'on doit avoir sur les indices est d'une autre nature. Et j'ai l'impression que quand on fait tout ça, l'angoisse est moins forte. Par contre, là où je suis d'accord avec Xavier, c'est que comme le temps passe, les effets de second tour, qu'il s'agisse des anticipations, qu'il s'agisse peut-être des salaires, évidemment, deviennent plus angoissants. Et je pense que c'est moins l'objectivité de la situation présente qui est discutable, et je pense qu'il n'y a pas de consensus sur le sujet, que en fait, les effets du temps qui passe sur une réalité qu'on maîtrise mal, et je pense qu'à ce titre-là, il faut gérer cela. Mais on voit bien qu'il y a un problème de concordance des temps. On veut gérer cela en disant il faut que je montre bien que je suis ferme et que je refuse les effets de second tour. Donc on analyse la politique monétaire et on a une voix plus ferme pour le faire, pour bien faire passer le message qu'on s'en occupe. Mais ce qu'on vient de dire sur les perspectives économiques, à 6 ou 9 mois qui vont être plus mauvaises, en fait, on voit bien que la concordance des temps, elle est juste mauvaise. Et que donc, lorsque, en début d'année, Jérôme Powell nous disait qu'il fallait être humble et agile. Je crois que l'humilité, elle est fondée, parce que c'est ce que je dis, le diagnostic, il y a deux personnes qui
suivent ça de près, qui ne sont pas d'accord. Donc on comprend bien que c'est compliqué. Et puis, il faut être agile, parce que la capacité à changer de pied, si jamais ça se passe un peu plus mal, si ça se passe autrement, cette agilité va être une nécessité. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, et ça, c'est un message important pour le marché, il met des petites croix en disant ça va être 50 centimes de hausse des taux à chaque réunion du comité de politique monétaire américaine. En fait, on n'a pas une visibilité aussi loin. Donc, en fait, on va manœuvrer un peu à vue, mais manœuvrons à vue en sachant bien que la politique monétaire, pour qu'elle agisse, ça prend du temps. Et là, il y a une extrême difficulté qui, à mon avis, devrait rendre prudent, sauf la question de la crédibilité, des attaques du marché sur une Fed qui serait en retard ou des choses comme ça. Et donc, elle est un peu dans une situation de corner qui, pour elle, est épouvantable, d'où la nécessité, et j'arrête là, de faire front uni. Parce que c'est drôlement compliqué. Alors, Xavier Patrolin, je vous propose d'aller sur le sol européen cette fois-ci, et avec une banque centrale européenne qui se réunit la semaine prochaine. Est-ce que là aussi, vous êtes surpris de ne toujours pas avoir vu de hausse de taux? On a tendance à dire qu'effectivement, ce qui se passe sur le sol européen arrive quelques mois de retard après ce qui se passe aux États-Unis, même si les situations sont très différentes. Est-ce que ça veut dire que la BCE aurait tout intérêt à commencer ces hausses de taux dès maintenant? Ah oui, bien sûr. Et oui, parce que justement, elle a l'exemple américain, qui est l'exemple d'un retard d'au moins 6 mois. Alors, je reconnais que la situation en Europe s'est complexifiée depuis le 25 février. Donc, Christine Lagarde a quand même une tâche assez compliquée de gérer effectivement un conflit, des sujets d'inflation et en plus effectivement une croissance économique qui ne repart pas autant qu'aux États-Unis pour le coup. Oui, sans doute, mais ça relève... Je pense que j'ai mentionné 2 termes à propos des États-Unis. Il y a 2 dimensions. Il y a la dimension budgétaire et la dimension monétaire. On sort d'une période où on a focalisé sur le monétaire avec un financement budgétaire complètement assuré par le monétaire. Et je pense qu'on rentre dans un temps où le monétaire est moins susceptible d'assurer le financement du budgétaire, mais où le budgétaire va devoir prendre le relais, avec toute une série de mesures. Et donc, ça va changer le policy mix. Donc, nous, du point de vue marché, on focalise sur le... Parce qu'au fond, c'est ce qui est plus simple à comprendre, notamment au niveau de la zone euro. Mais effectivement, Christine Lagarde, et reprenez son discours sur l'inflation, elle a été dans une approche transitoire, et cette approche transitoire est progressivement démentie par les faits. Donc, vous avez une situation complexifiée par le front ukrainien, qui assure à la zone euro 2 choses qui sont 2 périls majeurs, qui sont un niveau d'inflation plus structurel et une activité économique qui, elle, si on peut avoir des questions sur la conjoncture américaine, on est quasi certain, sauf s'il y avait une solution diplomatique à brève échéance, ce que je ne crois pas et ce que je ne vois pas, on est quasiment assuré d'un cycle récessif en Europe à l'horizon de cette fin d'année. Ou simplement parce que la première économie de la zone euro est rentrée ou rentre actuellement en récession et va rentrer en récession durablement. Alors, c'est peut-être pas encore le cas aujourd'hui pour l'Allemagne, mais effectivement, il y a de plus en plus de voix qui, effectivement... Prenez les déclarations des grands dirigeants qui alertent, effectivement, sur... Moi, qu'on puisse dire, c'est qu'ils font une comparaison par rapport à la crise du Covid et à la crise qu'est en train de connaître la zone euro et particulièrement l'économie allemande. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont assez clairs sur leur exposé, notamment sur la dimension inflation, des coûts, beaucoup plus clair que ce que dit Christine Lagarde et les économistes qui l'entourent. Et donc ça, à un moment ou à un autre, ça constitue forcément un sujet de débat important au sein des gouverneurs. Et évidemment, ça pousse plutôt à une normalisation. Alors, au fond, la bonne stratégie pour la BCE serait plutôt d'être moins en retard sur le front des taux, sur la partie normative de la politique monétaire, la partie dite conventionnelle, bien sûr, oui, de remettre les taux en territoire neutre, à 0. Déjà, ça sera un pas considérable. On est la seule zone au monde où on a des taux négatifs. Donc, déjà, il faut corriger cette aberration. Il n'y a plus aucune raison d'avoir des taux négatifs. Ça, c'est absurde. Il faut le dire. Enfin, non, mais on l'entend. Plus de 60% des souches de taux de dette souveraine en territoire négatif sont dans le monde en zone euro. Donc il y a un sujet. Mais est-ce qu'il n'y a pas une crainte dans un contexte aussi incertain qu'on peut avoir sur le sol européen de justement d'erreurs de politique monétaire
au sein de la BCE, parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait l'économie dans un mois ou dans 2 mois. Rien faire aujourd'hui, c'est peut-être prendre des risques d'erreur plus importants ultérieurement. C'est le fameux arbitrage entre court et moyen terme. Donc si je ne fais rien, c'est le fameux feu de Pinette. Si je ne vais pas combattre le feu de Pinette tout de suite, je peux parier sur le fait que la nuit va être fraîche, qu'il va y avoir de la rosée et que le feu va s'éteindre. Donc je ne fais rien. Comme ça m'évite d'utiliser des moyens. Mais s'il n'y a pas fait froid durant la nuit, s'il n'y a pas eu de rosée, eh bien, je vais me réveiller demain matin avec un feu de Pinette qui sera bien costaud. Et là, je serai obligé d'envoyer les Canadaires. Donc là, je ferai une erreur. Donc la question, c'est la proportion. Et donc, il faut éviter à tout prix. Je ne dis pas que c'est une chose facile. C'est évidemment, c'est sur un plateau, on donne des leçons. Oui, mais bien sûr. On commente pour voilà, on n'est pas dans l'action. Mais je pense que c'est de remettre les taux courts européens en situation de neutralité serait une bonne chose. Par contre, elle peut essayer de retrouver une flexibilité sur la partie bilancielle, parce qu'on peut s'attendre à ce que la deuxième partie de l'année, où il y ait quand même des évolutions de spread, de coûts de financement pour les budgets européens qui soient assez disparates. Parce que vous voyez bien que notamment sur les stratégies énergétiques, les réalités ne sont pas les mêmes, bien sûr. Mais ça va avoir des conséquences sur les spreads dans pas très longtemps. Vous ne pouvez pas avoir des stratégies aussi divergentes sur les prix énergétiques sans que ça ait des conséquences sur les équilibres budgétaires et sur les réalités que vont mesurer les marchés. Alors justement, en matière de spread, on voit un petit écartement entre Oui, alors on attribue ça peut-être à l'élection présidentielle française. J'aime bien en parler parce que bon, c'est quand même le premier tour, c'est quand même ce week-end, parce que les marchés financiers n'ont pas l'air d'en avoir beaucoup, grand-chose à faire depuis la campagne électorale. Vous pensez que ça peut être un facteur de stress supplémentaire pour les marchés? Peut-être Xavier Patrolin d'abord et ensuite. Oui, essentiel. Oui, bien sûr. Ah oui, je suis même surpris que le marché traitait ça avec autant de condescendance. Jusqu'à hier. On est dans une situation incroyable parce qu'il faut quand même savoir que dans un environnement inflationniste, vous avez une vertu budgétaire qui est hors norme, c'est-à-dire que vous avez des ressources budgétaires qui croissent au rythme de l'inflation et des dépenses budgétaires qui croissent à un rythme inférieur de l'inflation. Donc ça veut dire que votre solvabilité s'améliore quasi mécaniquement. Les recettes de TVA croissent au rythme de l'inflation. Donc vous êtes dans une situation qui est assez, dans un premier temps, qui est assez extraordinaire. Et en même temps, vous avez des coûts de financement hérités du passé, hérités d'une époque déflationniste. Donc, vous avez des taux réels négatifs. Donc, vous gagnez sur tous les tableaux. Mais évidemment, plus vous allez vous situer dans une zone d'inflation, plus cette situation va se dégrader. Mais elle va se dégrader très progressivement. Et c'est là qu'intervient évidemment la dimension politique. Parce que la fameuse thématique du pouvoir d'achat, et notamment de l'érosion du pouvoir d'achat, plus que l'érosion, la destruction du pouvoir d'achat, notamment sur les déciles de population à plus faible revenu, est en train de prendre et a évidemment de très grosses incidences en termes économiques, mais évidemment aussi en termes de choix politiques. Qui aurait des incidences en termes économiques. Dites-vous bien que l'élection présidentielle, cette année, elle n'est pas à 2 tours, elle est à 5 tours. Vous avez les 2 tours, les 2 premiers et le deuxième tour de la présidentielle, vous avez les 2 tours des législatives. Et là, donc au fond, c'est une élection présidentielle à 4 tours. Et puis vous avez un 5e tour, là, c'est un jargonnage de Café du Commerce, qui est le fameux tour social, qui se présentera, je ne sais pas quand, mais qui se présentera au cours de cette année et qui va mettre en tension tout ça. Et on peut s'attendre, sans faire de calcul sur qui va gagner ou qui va perdre, mais à ce que la structure de l'exécutif à venir soit une structure d'exécutif extrêmement cohabitationniste. Et donc beaucoup plus complexe pour une économie française, et notamment dans un contexte d'unité actuelle, en tout cas européenne, face à un certain nombre d'éléments exogènes. Même question, Hervé Goulet-Quer. Alors on va pas commenter effectivement la campagne politique française, on n'est pas là pour ça. En revanche, on peut se poser la question de savoir si le facteur de risque est plus important aujourd'hui pour les marchés qu'il y a quelques jours. Est-ce que les investisseurs s'y intéressent enfin, parce que un resserrement d'écart entre 2 candidats qui sembleraient sortir du lot, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, pourrait amener un facteur de risque supplémentaire sur les marchés? Si on regarde l'écart de taux entre la France et l'Allemagne, à la veille du premier tour des élections, il y a 5 ans, il était plus élevé qu'il ne l'est aujourd'hui. Et donc, bon, voilà quoi. Donc ça, c'est... Sachons raison garder, c'est ce que vous nous dites. Relativiser l'écart de taux. Non, moi je pense que ce que les sondages nous racontent, je crois, ça n'a pas une grande importance sur le résultat que l'on doit attendre de cette élection présidentielle. Le plus probable, tout de même, c'est qu'Emmanuel Macron soit réélu. Il faudrait vraiment des circonstances vraiment exceptionnelles pour que ça ne se passe pas ainsi. Par contre, l'écart avec lequel il va gagner, je pense, est important pour 2 choses. D'abord, pour le résultat des élections législatives.
Et là, Xavier a raison. Si on veut que le gouvernement de M. Macron ait des marges de manœuvre, il a besoin de s'appuyer sur une majorité claire à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, c'est pas très simple. Et donc, le résultat compte. Et puis après, on va regarder quel est le mandat que le peuple lui a donné. Si sa victoire est étriquée, si sa majorité à la Chambre est un peu floue, dans ce cas-là, c'est vrai que c'est les marges de manœuvre de demain qui seront plus étroites. Et ça, dans ce monde en changement, c'est quand même pas une bonne nouvelle. Parce que ça, c'est au niveau national, évidemment, mais donc on a vu cette crise Covid où il a fallu une réponse ordonnée des pays européens pour répondre à la situation. On a évoqué en introduction, et on ne les a pas commentés, mais il y a des paquets de sanctions réguliers vis-à-vis de la Russie à partir du moment où il y a un conflit sur le sol ukrainien et une invasion russe sur le sol ukrainien. Là, ça pourrait remettre une élection française ou d'autres élections, d'ailleurs, présidentielles dans d'autres pays, peuvent remettre en cause aussi cette unité européenne. Et là, ça peut créer plus de risques sur les marchés financiers ? Écoutez, oui, si vraiment on a l'impression que entre, au moins les grands pays européens, ça tire à U et à Dia, et dans ce cas-là, il faudra s'intéresser aussi l'année prochaine à l'élection italienne. Hein. Bien sûr. Qu'est-ce qui va se passer là-bas ? C'est diablement important, mais il n'empêche qu'à rebours de tout cela, on a quand même vu réapparaître avec la crise de la Covid et maintenant avec la crise ukrainienne, tout de même cette capacité de l'Europe à faire front commun, à faire avancer l'idée de l'intégration. Tout au long des années passées, la fameuse phrase de Monnet, je crois que l'Europe n'avance que de crise en crise, semblait être remise en cause. Ça paraissait ne plus marcher comme ça. Là, on retrouve cette logique et depuis qu'on a la crise ukrainienne, elle est à nouveau en branle. Donc je ne sais pas si le politique national pourrait parasiter beaucoup cette logique que les faits internationaux imposent, mais c'est sûr que si ça tire à U et à Dia, tout sera quand même plus compliqué et on n'a pas besoin de ça. Bon, il nous reste encore quelques minutes rapides. Je vous propose un petit exercice de synthèse à tous les deux. Peut-être votre scénario de marché pour l'année qui vient. Le CAC 40 qui clôture aujourd'hui en recul de 2,21% après un premier trimestre sur le CAC 40 en recul, mais somme toute assez maintenu vis-à-vis d'un climat d'incertitude. Hervé Goulet-de-Quer, votre scénario pour le reste de l'année ou en tout cas pour le deuxième trimestre ? Alors, je pense que d'abord, il faut avoir la sagesse de reconnaître qu'on est face à de l'incertitude et que projeter des choses à l'horizon 3, 6 ou 9 mois, c'est pas faisable. Donc, l'absolu, à mon avis, est compliqué. Le relatif, peut-être, fait plus sens. Il me semble que les États-Unis sont plus éloignés de la zone de conflit, qu'il y a une indépendance énergétique des États-Unis. À ce titre-là, il me semble que les États-Unis seraient à privilégier en termes de marché-action parce que finalement, il y a une capacité d'autonomie qui est plus grande. C'est le premier point. Le deuxième point, en termes de marché obligataire, de marché de taux, il me semble tout de même que le chemin de remontée des taux d'intérêt est en partie suivi. La remontée est en partie accomplie aux États-Unis. En Europe, on reste encore très au début de ce phénomène. Et donc, avec le niveau actuel des taux à 10 ans, oui, avec le stress actuel lié à l'attitude de la Fed, ça va encore monter un peu. Mais on pourrait penser après que, un plateau vers 2,50 serait crédible. En Europe, j'ai l'impression qu'il y a plus de chemin. Le dernier point, c'est le change. Moi, j'ai quand même l'impression que cette logique des sanctions fait que les gens détenteurs d'actifs en provenance de toutes les régions du monde pas très démocratiques, eh bien, ils se disent qu'aller mettre son argent sur le dollar, c'est peut-être pas une aussi bonne idée que ça. On a une économie avec des déficits extérieurs importants. Peut-être, et malgré ce que j'ai dit sur une meilleure tenue économique et des marchés actions, une hésitation à choisir le dollar. Donc, je ne suis pas complètement certain qu'il y ait un potentiel aussi important sur le dollar à partir des niveaux actuels. Xavier Patrolin, rapidement, même question, votre scénario de marché pour ce deuxième trimestre qui s'ouvre cette année 2022 ?
Ce à quoi on peut s'attendre, c'est quand même de fortes révisions bénéficiaires négatives. Parce que le coût des intrants va quand même perturber le niveau de rentabilité des sociétés européennes. La demande interne européenne va quand même être très soumise à rude épreuve. Donc vous avez des révisions bénéficiaires qui vont peser sur le marché. Et donc après, la seule chose qui tient aujourd'hui la valorisation des marchés, c'est la notion de marché action, c'est la notion de rendement réel. Quand vous faites des comparaisons en classe d'actifs, vous avez des rendements réels positifs sur la classe action et des rendements réels négatifs, très négatifs sur la classe obligataire, particulièrement sur les corporates. Donc vous avez cette situation de divergence, c'est ça qu'il faut bien suivre. Tant que cette situation de divergence demeure, vous avez un parachute, un soutien. Ça ne veut pas dire que les marchés actions ne vont pas baisser, mais ils ne vont pas baisser fortement. Ils vont baisser peut-être à due concurrence des évolutions bénéficiaires qui, à mon avis, vont se présenter en territoire fortement de décroissance. Je ne serais pas surpris de voir la croissance bénéficiaire proche de zéro, voire négatif à la fin de cette année. Sur 2022, je ne parle pas de 2023. Bien sûr. Ouais. Par contre, si vous aviez un mouvement sur les taux réels, pour X raisons, que ce soit par baisse de l'inflation, par un miracle énergétique. Non, comme on parle des taux réels, on fait une différence entre ou par remontée des taux nominaux parce que les banques centrales ne sont plus à la manœuvre. Là, vous perdez ce parachute de comparaison. Vous savez, quand je me regarde devant la glace, je me fais peur, mais quand je me compare, je me rassure. C'est actuellement la stratégie, c'est l'approche qu'ont les grands gestionnaires d'actifs à travers le monde. Et donc là, ça sera l'élément déterminant parce que si vous perdez ce parachute des taux réels négatifs du côté des actifs dits sans risque, à ce moment-là, les marchés actions, ils ont un potentiel de baisse probablement de 15, 20, 25% devant eux. Parce ils sont en territoire de surévaluation structurelle sur très longue période. Eh ben, on va conclure là-dessus. C'est pas une bonne nouvelle. Merci Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital. Merci également Hervé Goulet-de-Quer, senior economic advisor d'Accuracy. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Marché à thème. Et c'est parti pour Marché à thème, le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse, un quart d'heure thématique consacré ce soir à la food delivery comme thématique d'investissement. Pour en parler sur le plateau de Smart Bourse, nous avons le plaisir de recevoir Anne-Claire Dossin. Bonsoir Anne-Claire Dossin. Bonsoir. Vous êtes gérante chez Amiral Gestion. On va évoquer cette thématique de food delivery, donc pas qu'en France, à travers le monde, à travers les grandes places de marché financiers. On a vu cette thématique très portée par le confinement, par les différentes mesures de restriction et notamment les confinements. Et puis, quand les économies se sont réouvertes, finalement, ces thématiques d'investissement ont disparu avec. Alors effectivement, on constate que depuis la réouverture entre guillemets des économies, le cours de bourse de ces sociétés a fortement chuté. On pense par exemple à Just Eat Takeaway, à Delivery Hero, qui est moins connu en France, mais qui est un des plus gros acteurs mondiaux. On pense aussi à Deliveroo, à Uber Eats. Le cours de bourse de ces sociétés a baissé entre 50 et 60% depuis à peu près 12 mois. Donc d'accord, c'est vraiment. Donc elles ont vraiment été portées par les mesures de restriction et ça s'est dégonflé au fur et à mesure. Comme vous dites. Voilà, alors c'est-à-dire que elles ont cumulé un certain nombre de difficultés. Alors d'abord, il y a eu l'inquiétude des investisseurs sur l'ensemble des secteurs tech, et ces valeurs sont un peu associées bien sûr, au segment de la tech. Mais en plus, il y a eu cette inquiétude au moment de la réouverture. Est-ce que ces sociétés vont continuer à publier de la croissance ou est-ce que finalement c'était un service qui avait son sens uniquement pendant les confinements, mais dont on n'a pas besoin ensuite. Il y a eu des inquiétudes également sur la profitabilité, puisque certaines de ces sociétés n'ont pas été profitables sur les 3-4 dernières années et l'ont été encore moins en fait en 2020 et en 2021. Parce oui, ont dû alors là même que leur marché devait les porter justement vers des niveaux de rentabilité puisque l'activité n'avait jamais été aussi forte pour ces sociétés-là et elles n'atteignaient pas ces niveaux de rentabilité. Alors c'est vrai que c'est un peu contre-intuitif parce qu'il y a eu un levier opérationnel qui aurait dû jouer très fortement à mesure que la base de clients augmentait bien sûr, de façon très importante, mais en même temps elles ont dû aussi investir dans un temps record et de façon importante pour faire face à la hausse de la demande. La demande. Il a fallu référencer plus de restaurants, il a fallu aussi aller chercher les clients, il y a un coût d'acquisition, il a fallu aller chercher aussi des livreurs pour faire face à l'augmentation de la demande.
Oui, et puis en plus, une augmentation de la demande, entre guillemets, induite par des décisions politiques qui arrivaient du jour au lendemain. C'est vrai qu'il faut enfin, du jour au lendemain, ou peut-être de la semaine à la semaine, mais donc du coup, effectivement, il est important de le rappeler que en fait, la période était porteuse pour ces activités-là, mais nécessitait aussi d'importants investissements et d'importants ajustements pour ces entreprises. Oui. Mais ce qu'on pense aujourd'hui, c'est que maintenant, tout ça, c'est un peu derrière nous. D'abord, ce qu'on voit, c'est que ces sociétés, elles sont capables, depuis la fin des confinements, maintenant, depuis 12-18 mois, on a un peu plus de visibilité. Et c'est des sociétés qui ont continué à publier des croissances de leur chiffre d'affaires à 2 chiffres. Donc, on a vraiment le sentiment que ça répond à une nouvelle tendance de consommation. C'est un vrai service vers lequel le consommateur se tourne. Ce n'était pas simplement réservé à la période du confinement. On s'aperçoit aussi que chez les acteurs qui ont des activités assez matures dans des pays où la livraison est installée depuis longtemps, je pense par exemple à l'Arabie Saoudite, c'est un peu loin de chez nous, mais c'est vrai que c'est un marché assez mature de ce point de vue-là. On s'aperçoit que les clients de ces sociétés, les anciens clients, ceux qui sont clients depuis plusieurs années, commandent beaucoup plus que les clients récents. D'accord. Un client de Deliveroo, par exemple, qui est client depuis 2015, il commande à peu près 10 fois par mois. Tandis qu'un client de 2020, il commande un peu plus de 3 fois par mois. Donc, on voit il y avait un effet d'opportunité. Et ça veut dire quoi? Ils ont une base de clients stable, effectivement, puis il y a eu un effet d'opportunité Covid, mais qui n'a pas chamboulé fondamentalement l'activité. Ce qu'on pense, c'est surtout que les clients commandent de plus en plus. D'accord. C'est-à-dire qu'à mesure qu'ils prennent l'habitude de commander, ils vont commander de plus en plus au fil des trimestres, des semestres et puis des années. Donc ça aussi, il y a un réservoir de croissance embarqué qui est très important. Et puis sur le plan de la profitabilité, donc à mesure que la croissance continue, bien évidemment le levier opérationnel va continuer à jouer, et il devrait s'accélérer aussi à mesure que ces sociétés sont capables de mutualiser les commandes. Ça c'est le management de Just Eat Takeaway qui le rappelait. Actuellement, aujourd'hui, un livreur, il transporte une seule commande. Bien sûr. À mesure qu'il y a de plus en plus de consommateurs dans un quartier, il va être en mesure de transporter plusieurs commandes. Donc ça, forcément, ça a un effet sur le levier opérationnel. Il y a plusieurs questions, effectivement, sur cette thématique. Alors, toujours pour aller dans les attaques qu'on peut faire au secteur, le sujet de la concurrence. Je prends le marché français. On voit un nouvel acteur tous les mois, voire toutes les semaines arriver sur le marché. On se dit, est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde? Alors, est-ce que la vision française est une vision juste au niveau international ou ou alors est-ce qu'il faut, entre guillemets, choisir les plus gros du marché pour faire face à la concurrence de plus en plus grande? Alors c'est vrai que c'est un marché sur lequel il y a beaucoup de concurrence. Ça a été une des interrogations du marché, qui a justement animé le marché et qui explique très certainement une partie de la baisse. Est-ce que tout le monde se pose la question, est-ce qu'il y a vraiment des barrières à l'entrée sur ce marché-là? Alors ce qu'on voit quand même, là aussi on est assez rassuré par ce qu'on voit sur les derniers trimestres. On est en train de voir une certaine rationalisation des choses. Les nouveaux acteurs dont on parle, c'est plutôt des nouveaux acteurs du quick commerce, c'est-à-dire ces livraisons de Bien sûr, à domicile. Oui, qu'on associe effectivement, mais pas forcément de food delivery. Oui. Sur les plats préparés, on voit quand même qu'il y a des acteurs qui sortent, qui se recentrent sur leur marché historique. Par exemple, Deliveroo est sorti complètement d'Espagne. Just Eat Takeaway a annoncé encore récemment qu'il sortait du Portugal et de la Norvège. Delivery Hero arrête complètement le Japon et l'Allemagne. On a des acteurs aux États-Unis qui ont fait faillite, comme Fridge No More. On sait aussi que le dégonflement de la valorisation sur les acteurs du côté est en train de passer dans le non-côté. Et ça aussi, c'est super important parce que jusqu'à présent, on avait l'impression que c'était les acteurs du non-côté qui continuaient à être financés. Et donc, ils continuaient à alimenter cette concurrence, à proposer des coupons gratuits, des promotions extrêmement alléchantes, etc. Là, les valorisations, les derniers tours de table montrent que les valorisations dans le non-côté sont également en train de baisser. On a vu aux États-Unis Instacart. Alors, c'est de la livraison de courses à domicile aussi, mais je pense que ça illustre bien ce qui est en train de se passer. Le dernier tour de table a fait baisser la valorisation de la société de 40% en un an. Deux questions pour conclure. Une première, c'est un sujet qu'il faut également traiter quand on parle des attaques effectivement vis-à-vis de ce secteur, c'est le sujet éthique qui va avec le sujet réglementaire. On passe par des freelances de plus en plus nombreux. Il y a des sujets parfois de les salariés ou non au sein des pays. Là aussi, c'est un sujet qui alimente des craintes auprès des investisseurs. Alors bien sûr, surtout que le régulateur s'est saisi du sujet à l'issue des confinements, puisque bien évidemment, à mesure que le nombre de livreurs augmentait, il devenait difficile d'ignorer cette tranche des travailleurs. Alors d'abord, ce qu'on voit, c'est qu'il y a certains acteurs
certains acteurs qui sont vertueux depuis déjà de nombreuses années. Je pense à Just Eat Takeaway en Europe continentale. Ils salarient tous leurs livreurs depuis des années. Et donc ça veut dire assurance en cas d'accident, ça veut dire aussi fourniture des vêtements, d'un vélo électrique. Donc en plus, le salariat, ça veut dire que la société peut suivre aussi le sujet jusque sur le plan de l'environnement, si on parle Bien sûr, au sens large. Donc il y a des acteurs qui sont vertueux depuis longtemps. Et puis en plus, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est récent, c'est là sur les derniers trimestres, la plupart des pays d'Europe ont désormais statué sur le statut des livreurs, avec plus ou moins de flexibilité d'ailleurs. L'Espagne est très stricte, maintenant tous les livreurs doivent être salariés. À l'inverse, d'autres pays offrent plus de flexibilité, comme la Grande-Bretagne ou même la France. Mais le régulateur a statué et encadre beaucoup mieux les choses. Donc voilà, les acteurs vont se conformer à ces nouvelles directives. Donc en Europe, en tout cas, c'est plus pour nous un risque qui est derrière nous maintenant. Donc si je comprends bien, c'est un marché qui se consolide avec effectivement beaucoup d'acteurs, mais qui finalement se recentrent sur leur marché d'origine et ont du mal à aller chercher de la concurrence sur d'autres marchés. Est-ce que du coup, cette baisse des cours de bourse de ces sociétés peut créer des effets d'opportunité aujourd'hui, selon vous ? Alors nous, on pense qu'on est revenu sur des niveaux de valorisation qui deviennent vraiment intéressants. On regarde beaucoup le multiple dans le secteur. Ce sont des multiples en rapport au volume d'affaires, en fait. Bien sûr. Et on avait atteint des niveaux de 1,5 fois au sortir des confinements. On est revenu à 0,2, 0,3 fois pour des acteurs comme Just Eat Takeaway ou Delivery Hero. Ah oui, donc le recul est quand même assez conséquent. C'est massif. Il y a une réelle explosion de la bulle qui existait sur ces acteurs. Et donc, je disais qu'un certain nombre de risques, en tout cas, nous semblent à nous derrière nous. Le risque ESG, réglementaire. On pense que la question de la profitabilité aussi est maintenant bien prise en main par les managements qui rassurent le marché de façon assez crédible là-dessus. Donc, oui, on pense que c'est un marché aujourd'hui qu'il faut à nouveau regarder et auquel il est intéressant de se réintéresser. De se réintéresser avec des niveaux de valorisation plus faible et du coup plus proche d'une réalité économique évidemment pour ces entreprises. Merci beaucoup Anne-Claire Dossin. Je rappelle que vous êtes gérante chez Amiral Gestion. Merci d'avoir partagé avec nous votre expertise sur ce sujet donc de la food delivery comme thématique d'investissement. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Smart Bourse. On vous donne la tendance du CAC 40 à la clôture depuis plusieurs minutes maintenant, moins 2,21% à 6498 points et je vous donne rendez-vous demain à 12h30 pour un nouveau numéro de Smart Bourse en direct sur Bismart.